D'accord. Allons-y pour cette troisième séance du jeudi 21 décembre 2023 sur ce thème, la perversion de l'école du réel. Nous aborderons dans cette troisième séance comment Freud travaille et est lui-même travaillé par la construction de ce nouveau concept de déni, Verleugnung en allemand. Comment ce concept, introduit d'abord à propos de la psychose, va rejoindre progressivement le champ des perversions. Vous m'entendez là bien? Oui. Oui, 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 Nous avons été enfants et comme tels, nous nous sommes tous défendus contre ce que la psychanalyse nomme la castration. Nous avons eu tous cette tendance à substituer, dans les termes de Freud, notre préjugé à notre observation, du moins dans un premier temps. Si ce préjugé, persiste, il débouche sur la notion de déni, c'est-à-dire sur la position perverse. Freud, je cite Freud, au cours de ses recherches, l'enfant parvient à cette découverte que le pénis n'est pas un bien commun à tous les êtres qui lui ressemblent. La vue fortuite des organes génitaux d'une petite sœur ou d'une compagne de jus en fournit l'occasion, une coupure. On sait comment ils réagissent aux premières impressions provoquées par le manque de pénis. Ils nient ce manque et croient voir malgré tout un membre. Ils jettent un voile sur la contradiction entre observation et préjugé, en allant chercher qu'il est encore petit et qu'il grandira sous peu, et ils en arrivent lentement à cette conclusion d'une grande portée affective. Auparavant, dit Freud, auparavant en tout cas, il a bien été là, et par la suite, il a été enlevé. Le manque de pénis est conçu comme le résultat d'une castration, et l'enfant se trouve maintenant en devoir de s'affronter à la relation de la castration avec sa propre personne. Voilà, c'est extrait de The Infantile Genital Organization, 1923, c'est-à-dire en français l'organisation génitale infantile dans la vie sexuelle, PUF 1969, ou les œuvres complètes. Oui, laissant Freud en 1915, avec son étude Pulsion et destin des pulsions, nous le retrouvons donc ici dès 1923, mais surtout à partir de 1925, avec un nouveau problème, une nouvelle question qui, chose curieuse, n'a d'abord aucun rapport apparent avec la perversion. Il s'agit de la construction du concept de déni. La notion, nous venons de le voir, lui arrive tout droit à partir du questionnement sur la castration et du mécanisme de défense qui se met en place habituellement à cette occasion. C'est en 1925, dans son étude Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes, qu'émerge la notion précisément en ce passage. Je cite Freud. C'est le processus que j'aimerais décrire comme déni, Verleugnung dans la langue de Freud, qui entre en scène. Il ne paraît ni rare ni très dangereux pour la vie mentale de l'enfant, mais chez les adultes, il introduirait une psychose. La petite fille refuse d'accepter le fait de sa castration. Elle s'entête dans sa conviction qu'elle possède bien un pénis et est au contraire, par la suite, elle est contrainte par la suite de se comporter comme s'il était un homme.
Ça, c'est de Einige psychische Folgen des anatomischen Geschichtsunterschieds, c'est-à-dire en français tout simplement quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes dans la vie sexuelle. Laissons Freud pour ces faits. Je ne sais plus où j'en suis. Ça ne va pas très bien ce soir. Voilà. C'est le processus, voilà, qu'il possède bien un pénis et est contraint par la suite à se comporter comme s'il était un homme. Nous noterons que ce concept est introduit d'abord à propos de la psychose et qu'il ne va rejoindre que progressivement le champ des perversions. Nous noterons alors, et ce n'est donc pas pour rien que je vous parlais au début de ce séminaire de la perversion abordée par les femmes, que la notion de déni, Verleugnung, est bien introduite par Freud à partir de la vie sexuelle de la petite fille. Il appelle cela, dans ce même texte, le complexe de masculinité de la femme. Exactement dans la référence de quelques conséquences psychiques des différences anatomiques des sexes. Cependant, nous allons le voir, le petit garçon n'est pas en reste. Quand le petit garçon, dit Freud, quand le petit garçon aperçoit de prime abord la région génitale de la petite fille, il se conduit de manière irrésolue, peu intéressé avant tout. Il ne voit rien, ou bien par un déni, il atténue sa perception, cherche les informations qui permettent de l'accorder à ce qu'il espère, toujours dans ce même texte. À cette même époque, c'est-à-dire le début des années 1920, Freud est préoccupé par la distinction entre la névrose et la psychose. Son texte de 1924, La perte de la réalité dans la névrose et la psychose, là c'est extrait de Die Realitätsverlust bei Neurose und Psychose, c'est-à-dire la perte de la réalité dans la névrose et la psychose, dans Névrose, Psychose et Perversion, Paris, puis 73, ou les publications complètes. Alors, à cette époque, le début des années 1920, je reprends. Freud est préoccupé par la distinction entre la névrose et la psychose. Son texte de 1924, La perte de la réalité dans la névrose et la psychose, établit que le déni dans la psychose est quelque chose qui porte sur la réalité extérieure et non pas, non plus, directement sur la réalité de l'absence de pénis sur le corps de la mère, de la fille, de la femme en général. Le déni, ici, répond, mais dans un autre registre, au refoulement. Si le refoulement, qui porte électivement sur des formations psychiques qui se présentent comme des revendications du ça, induit une névrose, le déni, quant à lui, qui est une récusation de certains éléments de la réalité, induit une psychose. Mais Freud se rend bien compte que le déni, en tant que tel, s'il représente un critère nécessaire, n'est pas suffisant, puisqu'il concerne tout le monde, tous les sujets, sous la forme du déni de la castration. Alors, qu'est-ce qui est discriminatoire entre les névroses et les psychoses? Freud va répondre. Ce qui est discriminatoire, c'est sur quoi porte le déni. Sur quoi porte le déni. Névrose et psychose se distinguent bien entre elles dans la première réaction, la rébellion du ça contre le monde extérieur. Donc se distinguent bien plus dans la première réaction qui les introduit que dans la tentative de réparation qui la suit. La différence initiale s'exprime dans la réalité finale, dans le résultat final, pardon. Dans la névrose, un fragment de la réalité est évité sur le mode de la fuite
Dans la psychose, il est reconstruit. Ou, dans la psychose, la fuite initiale est suivie d'une phase active, celui de la reconstruction. Dans la névrose, l'obéissance initiale est suivie, après coup, d'une tentative de fuite. Ou encore, dit encore autrement, là je cite Freud, la névrose, dit Freud, ne dénie pas la réalité, elle veut seulement ne rien savoir d'elle. La psychose la dénie et cherche à la remplacer. Freud ainsi avance sur la problématique du déni en travaillant à discerner les névroses des psychoses. Mais l'avancée cruciale va se faire en faisant retour sur le travail engagé à propos des perversions. Il faut cependant attendre son remarquable travail sur le fétichisme avec son texte homonyme Le fétichisme, daté de 1926. Fétichismus 1927, traduction donc le fétichisme dans la vie sexuelle ou dans les publications complètes, hein, édition complète. Donc 1927. Il faut remarquer que ce texte s'inscrit dans la droite ligne de ses travaux de 1924, La perte de la réalité dans la névrose et la psychose, déjà cité, et In névrose et psychose dans ce texte. Le fétichisme, c'est ce qui permet à Freud de rencontrer que le déni de la réalité, en fait, n'est pas spécifique de la psychose, puisque ce déni va s'illustrer remarquablement dans le fétichisme. Le déni de la réalité va se trouver associé par la clinique freudienne à un autre concept en voie d'élaboration et qui entre en scène, le clivage du moi. Et chose étonnante, le clivage du moi sera référé lui aussi au départ à la psychose. Le cas du fétichisme est exemplaire. C'est une perversion sans conteste. À ce niveau, le déni de la réalité porte bien sur l'absence de pénis chez la mère, en particulier, chez la femme en général, par extension. Ainsi, en ce sens, en ce sens, nous sommes bien dans le cas de figures freudiennes de déni de la castration des théories sexuelles infantiles étudiées par Freud dès 1905. C'est très clair pour Freud concernant le fétichisme. Je cite Freud. Je dirais plus clairement que le fétiche est le substitut du phallus de la femme auquel a cru le petit enfant et auquel nous savons pourquoi il ne veut pas renoncer. C'est donc, c'est donc, euh, c'est donc extrait du texte Le fétichisme, l'article. Le fétichisme se caractérise par la persistance de la position, donc de l'attitude, infantile face au sexe. L'hypothèse que faisait Freud sur la persistance du fonctionnement des pulsions partielles, telle qu'on peut la lire dans son texte La notion de pulsion dans le processus pervers, ça je l'extrais de La notion de pulsion dans le processus pervers, c'est le chapitre 7 de Névrose, psychose et perversion. L'hypothèse que fait Freud, donc, sur la persistance du fonctionnement des pulsions partielles, telle qu'on peut la lire dans son texte La notion de pulsion, se vérifie à ses yeux. Quelles conséquences cela a-t-il? Une régression et une fixation à un stade antérieur de l'évolution sexuelle infantile. Il s'agit bien d'un mécanisme défensif vis-à-vis de la réalité perçue comme insupportable. Freud va en faire un élément central constitutif de l'organisation perverse. Il s'agit à chaque fois de neutraliser l'angoisse de castration qui surgit à la perception de cette réalité.
Je cite Freud à nouveau. Le processus était donc celui-ci, dit Freud. L'enfant s'était refusé à prendre connaissance de la réalité de la perception. La femme ne possède pas de pénis. Non, ce ne peut être vrai car si la femme est châtrée, une menace pèse sur la possession de son propre pénis à lui, ce contre quoi se hérisse ce morceau de narcissisme dont la nature prévoyante a justement doté cet organe. Notons cependant que déni et refoulement sont bien parents, bien que parfaitement distincts. Je vais suivre encore Freud. La plus vieille pièce de notre terminologie psychanalytique, le mot refoulement, se rapporte déjà à ce processus pathologique. Si l'on veut séparer en lui plus nettement le destin de la représentation de celui de l'affect et réserver l'expression refoulement pour l'affect, pour le destin de la représentation, il serait juste de dire Verleugnung, déni, pardon. Donc toujours dans ce texte, le fétichisme. Ainsi, le déni fait appel directement au processus pulsionnel, où chaque pulsion n'apparaît au sujet que sur le mode d'une représentation. Le représentant de la pulsion est double, en termes freudiens. Le représentant-représentation, que Lacan reprendra sous l'appellation du signifiant, et le quantum d'affect, la charge émotionnelle, si vous voulez, qui lui est associée. En ce qui concerne le fétichisme, il est clair que le déni vise spécifiquement le représentant-représentation, soit le signifiant. Le déni substitue ainsi un signifiant à un autre. Le signifiant ici est le signifiant ou motion représentative pour parler freudien. Le signifiant qui récuse le manque de pénis chez la mère, chez la femme. Mais ce n'est pas tout, car arrive à cet endroit ce qui caractérise la position perverse en la spécifiant. Va se trouver maintenue en même temps une autre représentation parfaitement inconciliable avec la précédente. Celle-ci, curieusement, prend acte du manque de pénis et se charge aussi de l'angoisse qui est attenante face à cette question de la castration. Le phénomène est stupéfiant et nous propulse avec Freud au cœur même du fonctionnement de la structure perverse. Le déni, ici avec le fétichisme, spécifiquement concentré sur la réalité de la castration, fait apparaître qu'il peut exister chez l'humain et dans le même temps une attitude, un comportement, une façon d'être ou de penser qui rejette la réalité et qui peut être rigoureusement contradictoire avec celle qui tient compte de la réalité. Deux forces de type psychique sont en conflit. L'une refuse la castration, l'autre l'admet, la tolère, dans le même mouvement et dans le même temps. L'objet fétiche est le lieu d'un compromis entre ces deux forces contradictoires. Je cite à nouveau Freud, qui dit dans le conflit entre le poids de la perception non souhaitée et la force du contre-désir, il en est arrivé à un compromis comme il n'en est de possible que sous les lois de la pensée inconsciente, les processus primaires. Dans le psychisme de ce sujet, la femme possède certes bien un pénis, mais ce pénis n'est plus celui qu'il était avant. Quelque chose d'autre a pris sa place, a été désigné, pour ainsi dire, comme un substitut et est devenu l'héritier de l'intérêt qui lui avait été porté auparavant. Extrait donc toujours du texte Le fétichisme. C'est cependant, à la fin de son œuvre,
Comment? C'est cependant à la fin de son œuvre que l'on trouvera la formule la plus explicite du fonctionnement du déni dans le fétichisme. Je fais une citation donc de Freud, assez longue là. Cette anomalie que l'on peut ranger parmi les perversions se fonde, on le sait, sur le fait que le patient, il s'agit presque toujours d'un homme, dit Freud, se refuse à croire ou manque au manque de pénis de la femme, ce manque lui étant très pénible parce qu'il prouve la possibilité de sa propre castration. C'est pourquoi il refuse d'admettre, en dépit de ce que sa propre perception sensorielle lui a permis de constater, que la femme soit pourvue de pénis, et il s'accorde à la conviction opposée. Mais la perception, dit Freud, bien que niée, n'en a pas moins agi, et le sujet, malgré tout, n'ose prétendre qu'il a vraiment vu un pénis. Que va-t-il faire? Il choisit quelque chose d'autre, une partie du corps, un objet auquel il attribue le rôle de ce pénis dont il ne peut se passer. En général, il s'agit d'une chose que le fétichisme a vue au moment où il regardait les organes génitaux féminins ou d'un objet susceptible de remplacer symboliquement le pénis. Je fais une petite coupure là. Il s'agit là d'un compromis établi à l'aide d'un déplacement analogue à ce que le rêve nous a rendu familiers. Mais nos observations ne s'arrêtent pas là. Le sujet s'est créé un fétiche afin de détruire toute preuve d'une possibilité de castration et pour échapper ainsi à la peur de cette castration. Si, comme d'autres créatures vivantes, la femme possède un pénis, il n'y a plus lieu de craindre que votre propre pénis vous soit enlevé. Ça, c'est extrait de l'Abris, c'est extrait de l'abrégé de psychanalyse de 1938. Mais Freud aussi, on l'a évoqué plus haut, commence à souligner une autre dimension que comporte le fétichisme, le clivage psychique du sujet. À partir de son étude du fétichisme, Freud met l'accent sur ce clivage, du fait même qu'il rencontre cliniquement l'existence au sein même de l'appareil psychique humain de deux représentations qui sont pourtant inconciliables entre elles. Je cite Freud. Revenant à la description du fétichisme, je dois dire qu'il y a de nombreux arguments et des arguments de poids en faveur de la position de clivage du fétichisme quant à la castration de la femme. Cet extrait, donc, je reviens au texte, le fétichisme. Mais l'affaire se complique à nouveau. Freud repère le clivage dans toutes les structures psychiques. Loin d'être réservé au fétichisme, Freud cerne les phénomènes de clivage dans les psychoses, les névroses et, bien sûr, les perversions. Il confirmera ce qui n'était au départ pour lui qu'une hypothèse. Il se résout à envisager sa manifestation d'une manière généralisée comme un point de structure de l'humaine psyché. La formulation la plus achevée se trouve alors dans l'abrégé de psychanalyse de 1938. Il s'agit ici du déni de la réalité dans les états psychotiques. Freud dit à ce propos, au lieu d'une attitude psychique, il y en a deux. L'une, la normale, tient compte de la réalité, alors que l'autre, sous l'influence des pulsions, détache le moi de cette dernière. Donc, c'est extrait de l'abrégé là, de psychanalyse. Où l'on voit alors que le clivage psychique du sujet va dorénavant s'appeler clivage du moi, puisque c'est bien au cœur même du moi qu'il y a coexistence de deux attitudes psychiques, non seulement opposées, mais incontournables face à la réalité extérieure, et Freud tout de suite, c'est-à-dire à la page suivante, généralise la curieuse propriété.
Freud dit donc: nous disons donc que dans toute psychose existe un clivage du moi, et si nous tenons tant à ce postulat, c'est qu'il se trouve confirmé dans d'autres états plus proches des névroses, et finalement dans ces dernières aussi. J'en suis moi-même convaincu en ce qui concerne les cas de fétichisme. Toujours dans ce texte. Il faut alors se rendre à l'évidence. Deux attitudes, dit Freud, persistent tout au long de la vie sans s'influencer mutuellement. Et à lire Freud pour les fétichistes, certes, mais aussi pour tous les pervers, tous les sujets en position de perversion. Résumons le point où nous en sommes arrivés. La perversion est une persistance d'un ou plusieurs traits de la perversion polymorphe pulsionnelle de l'enfant. Ceci dit, rien n'empêche que le processus sexuel trouve son chemin pour parvenir à la satisfaction au niveau d'un comportement dit normal, car la perversion peut à la fois être sujette à la fixation de son évolution sexuelle, à une situation infantile et, en même temps, avoir atteint ce que Freud décrit comme terme de l'évolution sexuelle, le stade génital où devraient ou doivent s'intégrer les différentes pulsions sexuelles. Le fétichisme peut alors n'être souvent que partiellement développé. Ainsi, Freud dira à ce propos qu'il, je cite, Freud, ne détermine pas entièrement le choix objectal, mais autorise dans une plus ou moins large mesure un comportement sexuel normal. Et c'est bien ce que permet le clivage du moi. Persistance du comportement sexuel normal, entre guillemets, l'expression de Freud, avec en parallèle un comportement pervers. Coexistent ainsi deux contenus psychiques qui ne s'influencent aucunement. La position perverse fait que le sujet ne parvient pas complètement à détacher son moi de la réalité extérieure. De même que chez le névrosé, la représentation il y a manque de pénis chez la femme autorise dans la perversion une évolution sexuelle vers le fameux stade génital, ce qui inscrit une fois de plus le processus pervers dans l'évolution dite normale de la sexualité humaine. Reprenons en main une dernière fois l'abrégé de psychanalyse. Je cite Freud. Les faits de clivage du moi, tels que nous venons de le décrire, ne sont ni aussi nouveaux, ni aussi étranges qu'ils pourraient d'abord paraître. Le fait qu'une personne puisse adopter, par rapport à un comportement donné, deux attitudes psychiques différentes, opposées, indépendantes l'une de l'autre, est justement ce qui caractérise les névroses, mais il convient de dire qu'en pareil cas, l'une des attitudes est le fait du moi, tandis que l'attitude opposée, celle qui est le refoulé, émane du ça. La différence entre les deux cas est essentiellement d'ordre topographique, ou structural. Il n'est pas toujours facile de décider à laquelle des deux éventualités on a affaire dans chaque cas particulier. Il faut donc apprendre à considérer la différence névrose-perversion au-delà de la phrase de Freud déjà citée, la névrose est le négatif de la perversion. En termes de différence de structure, ici pour Freud, en termes de topographie de l'appareil psychique. Dans la névrose, ce qui est en cause s'aborde en termes de topographie intersystémique. Les représentations inconciliables sont positionnées entre le moi et le ça. Dans le fétichisme en particulier et dans les perversions en général, l'inconciliable se situe dans une topographie intrasystémique, puisque c'est au sens d'une même
C'est au sein d'un même système que se situe le conflit dans le moi. Bon. Et les défenses ont bien respectivement pour nom le refoulement et le déni. Rappelons ici le remarquable de pertinence du travail effectué par Octave Manoni, dont je considère la rencontre comme celle de mon premier psychanalyste dans son article fameux Je sais bien, mais quand même, qui sembla pour une génération, la mienne en l'occurrence, résumer au mieux la stratégie subtile qui anime cette structure. Je cite Manoni. Je cite, oui, oui, je cite Octave Manoni. Je sais bien que, mais quand même, une telle formule, bien entendu, le fétichisme ne l'emploie pas en ce qui concerne la perversion. Il sait même que les femmes n'ont pas de phallus, mais il ne peut y ajouter qu'un mais quand même, parce que pour lui, le mais quand même, c'est le fétiche. Le névrosé passe son temps à l'articuler, mais lui non plus, sur la question de l'existence du phallus, il ne peut pas énoncer que les femmes en ont un quand même. Il passe son temps à le dire autrement. Mais comme tout le monde, par une sorte de déplacement, il utilisera le mécanisme de la Verleumdung, le déni, à propos d'autres croyances, comme si la Verleumdung du phallus maternel dessinait le premier modèle de toutes les répudiations de la réalité et constituait l'origine de toutes les croyances qui survivent au démenti de l'expérience. Je fais une coupure là. On s'aperçoit qu'il n'y a de mais quand même qu'à cause du je sais bien. Par exemple, il n'y a de fétiche que parce que le fétichiste sait bien que les femmes n'ont pas de phallus. Voilà, c'est une citation donc d'Octave Manoni, Clé pour l'imaginaire ou l'autre scène. Voilà, Paris, Seuil 69. Nous serons donc passés de ce soir du déni de la castration au déni de la réalité, puis à nouveau au déni de la castration, je dirais généralisé, puis au clivage du moi pour cerner quoi? Un paradoxe psychique sur lequel se centre la structure perverse et son fonctionnement. Savoir quelque chose de la castration tout en n'en voulant rien savoir. Le déni de la castration, on l'a vu, se soutient du clivage. Ce dernier lui est nécessairement associé. Déni et clivage interrogent durement la problématique phallique centrale de l'humain et fait vaciller la question de la différence des sexes. Car si la grande question humaine, c'est la castration, comment s'ingénie-t-il, cet humain, à parler, à parer à l'angoisse de castration qui l'accompagne? Trois possibilités d'issue, dit Freud. Premièrement, le sujet accepte, bon gré, mal gré, l'impératif de la castration et de la loi en s'y soumettant, mais avec un risque, une inépuisable nostalgie symptomatique devant la perte subie. Cliniquement, c'est ici le lot des névrosés, hystériques et obsessionnels. C'est le refoulement qui est actif. Deuxièmement, le sujet n'accepte pas tout en acceptant à sa manière. Démenti et clivage du moi, contournement, fixation, transgression. C'est la perversion. Troisièmement, le sujet n'accepte pas non plus, mais là c'est un refus total, un rejet, une exclusion, une expulsion. Verwerfung, c'est la psychose. Trois faces d'une seule et même protection, une seule problématique, la problématique phallique. C'est ce que nous abordons la prochaine fois.
Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair parce que je bredouille un petit peu de fatigue. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. On ne vous entend pas, il faut remettre votre micro. Comment? C'est Vous me Madame parlez. Svetoslavski qui veut parler. Remettez votre micro. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je dis que Madame Svetoslavski veut parler et que son micro est coupé. Ah, donc, elle est où, madame? Je ne vois pas où c'est. Sinon, Marina, tu peux lui demander de rallumer son micro, ça va l'aider, je pense. Oui, c'est ce que Et j'essaie de activer faire. le son, oui. Voilà. Ouais. Voilà. Oui. C'est vrai que ben, je vous remercie déjà beaucoup pour cette intervention. Et c'est vrai que ce qui est pas évident à différencier, c'est le déni et le démenti. Parce que ce sont deux signifiants différents, donc c'est pas tout à fait pareil. Et d'ailleurs, à la fin de votre intervention, vous avez parlé de démenti. Je n'entends pas bien ce que vous dites. Ah, bon, désolé. Euh, Redire, oui. Désolée. Je vous remercie déjà pour votre intervention. Vous Oui, l'entendez? oui, Voilà. j'entends. Ouais. Voilà. Bon. Et c'est vrai que ce qui est pas évident à différencier, puisque ce sont deux signifiants différents, et je pense qu'il y a une différence, c'est le déni et le démenti. Et vous avez parlé d'ailleurs à la fin de votre intervention de démenti. À la fin de votre intervention, vous avez parlé de démenti. Et c'est vrai que, enfin, c'est tout un, enfin, c'est pas Oui, évident. oui, oui, il y a trois possibilités. Je veux dire, oui, la première, c'est le sujet accepte bon gré mal gré l'impératif de la castration et de la loi en s'y soumettant, mais Oui, avec un risque, une inépuisable nostalgie symptomatique dont la perte oui, subie. Cliniquement, c'est oui, difficile de l'eau des névrosées hystériques et obsessionnelles. C'est le refoulement oui, qui est actif. Deuxièmement, le sujet n'accepte pas, tout en acceptant à sa manière, démenti, oui. clivage du moi, contournement, fixation, transgression. C'est la perversion. C'est ça. Troisièmement, Donc, finalement, dans la perversion, dans le clivage du moi, et puis, donc, avec une représentation acceptée et l'autre qui n'est pas acceptée, c'est plutôt le démenti, donc, dans ces cas-là. oui, oui, Voilà. Bon. oui, oui, Bon. d'accord. Votre question porte sur la différence entre les deux signifiants? Oui, Oui, c'est pour ça qu'il y a trois, il y a trois possibilités. Oui, c'est ça, oui. Un, deux et trois. Trois, c'est le sujet n'accepte pas non plus, mais là, c'est un refus total, un rejet, une exclusion qui est. oui, là, c'est, oui, Alors, c'est la Verwerfung, c'est la psychose. oui, Mais oui, dans le numéro 2 dont on parle, c'est la perversion. Et dans le numéro un, oui. c'est quoi? Dans le numéro un, c'est la névrose. Oui, oui, oui. Une stalie symptomatique devant la perte subie. Oui, 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 oui. Bon, Oui, on est d'accord, oui, oui. très bien. Bon. Mais dans le démenti, dans la perversion, ces deux représentations, elles sont inconciliables, mais elles sont en même temps, je crois. C'est ça. Oui, oui, oui. Voilà.
Voilà. Inconciliable et en même temps, Oui, dans la perversion, oui. dans la perversion. Mhm. Mais est-ce que n'a pas parlé de démenti, sauf erreur de ma part? La notion de démenti a été évoquée par Lacan. Freud, on était dans le déni quand Bah, il parle. il y a une histoire de traduction aussi, je sais pas. Mais je pense que le démenti a été, à propos de la perversion, mis en place par Lacan, dans je ne sais plus Peut-être, quel texte. Il me peut-être, semble. peut-être. Il me semble. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le déni est une affaire d'imaginaire, là où le démenti engage le symbolique, le langage, le démenti? Là, j'ai surtout parlé de Freud ce soir, je n'ai pas parlé de Lacan, peut-être qu'on va la semaine, la fin Et c'est d'après. par rapport à cette notion de démenti, cette question sur le démenti, il n'y a pas de démenti chez Freud, a priori. Mais je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas deux signifiants différents? Je sais pas. Je- je- Chez Freud. Mais je suis pas sûre, hein, je sais pas. Dieu n'accepte pas tout en acceptant, à sa manière. Oui. Démenti et clivage du mot, contournement, fixation, transgression. C'est la Mhm. perversion. C'est dans le cas de la perversion. Oui, oui. Le premier, oui, oui, c'est ça. La possibilité d'issue, dit Freud, c'est le sujet accepte, bon gré mal gré, l'impératif de la castration et de la loi en s'y soumettant, mais avec un risque. Dans le premier, le sujet s'y soumet, il dit oui. Dans le deuxième, il n'accepte pas. Et dans le troisième, alors ça, c'est la folie, là. Mhm. Névrose, perversion et psychose. Trois façons de réagir. Bon, la prochaine fois, on verra ce que dit Lacan. Mais ce processus-là est complètement inconscient, en fait. C'est un positionnement psychique, Oui, c'est oui, un positionnement de structure. Donc, oui. Oui, oui, oui. donc, ce qui est étonnant, c'est que persiste une part qui se rendrait compte le, Mhm. le, le je Oui, sais bien. oui, Là, on est dans le conscient. Enfin, on est, oui. oui, oui, Et l'autre part, mais le mais quand même, là, il échappe complètement à la oui. personne, c'est ça? Hum. Oui, il est refoulé. Mm. Et c'est pour ça que euh, j'ai cité Octave Manoni. Oui. Hum. Il est remarquable son texte, hein. Clé pour l'imaginaire. Ou l'autre scène. Hum. Et que Freud croyait que c'était isolé comme ça, puis après, il a compris que c'était partout, quoi. Hein, c'est une évolution. J'ai pas suivi le résultat de Freud, j'ai suivi comment Freud a fait. Mhm. Hein. Oui. Non, c'est pas clair. Si, si, c'est très clair. C'est quoi? C'est clair? Oui, ça Oui, va. Donc, la voie qui mène à la psychose, celle qui mène à la névrose,
avec sa réaction, et celle qui mène à la perversion, ces trois voies quand même différentes, même si elles s'articulent ensemble, des fois. C'est différent, Mhm. hein? C'est différent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y avait une différence névrose et perversion. Je sais bien, mais quand même. C'est purement freudien ce que je dis ce soir, parce que la prochaine fois, en janvier, on abordera comment Lacan aborde les choses. Et effectivement, Lacan, c'est pas Freud sur cette question. Il va l'aborder, on verra avec le voile dont va se Mhm. servir Lacan. On va parler du voile, c'est un peu aujourd'hui, quoi, le voile. Hein? Le Mhm. voile, voilà. Et Lacan va pas conclure comme Freud. Ça va être c'est différent de ce que dit Freud. Et c'est pas la même chose que Freud. Il va regrouper différentes postures et voilà, avec le voile, avec un sujet qui est devant le voile et un autre sujet qui est derrière le voile. Ça, c'est pas dans Freud du tout. C'est tout à fait nouveau chez Lacan. C'est pour ça que je n'ai parlé que de Freud ce soir. Ça sera pour la prochaine fois, je pense, mais ça me fait penser, en parlant de l'abord autour du voile de Lacan, Lacan qui disait qu'il était le lève de Clérambault. Et je sais que Mhm. Clérambault était un passionné des Ouais. voiles. Mhm. Et je ne sais pas s'il l'a évoqué, ça. Si... Que- Clérambault, qui était. Lacan Mhm. disait que son maître en psychiatrie, c'était Clérambault. Hmm, Mhm. Et Clérambault était un passionné des voiles, justement. hmm. Mhm. Les tissus, ouais. Mhm. Ouais, les tissus, les voiles. Bah, ça Mhm. m'a juste fait penser à ça, que Lacan aborde ça. Je ne Mhm. sais pas si, s'il en parle ou pas du tout. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois, plutôt. Oui, bien sûr. Hmm. Et ça sera assez long. Il faudra que prendre du temps parce que c'est assez long, hein. C'est assez long et c'est différent de Freud. Ces deux approches maintenant qui sont séparées. C'est pour ça que je ne peux pas les mélanger ce soir. Je vais parler de l'avancée de Freud, C'est mieux de ne pas la façon mélanger. pataugée de Freud, de revenir. Il pataugeait, quoi, hein, et Oui, surtout que c'est. Ben oui. voilà, il a commencé par, vous voyez, tout ça dans la psychose, hein, la psychose, le déni. Pas d'autres remarques? Si, bah, moi, si une. Parce qu'il décrit clivage dans la névrose entre le moi et le ça, et puis à l'intérieur du moi dans la perversion. Il dit que c'est dans le moi qu'il y a un clivage dans la perversion. Et donc je me demandais, dans la psychose, il propose un autre clivage encore? Un rejet. À votre avis? Je pense que oui, hein, ça se situe encore ailleurs, je ne saurais pas dire. La névrose est acceptée, mais ça rend malheureux le sujet. La psychose est complètement refusée, violemment, Ouais. et Mhm. dans la perversion, c'est à la fois refusé, accepté. C'est ça, cette découverte de la perversion. Un drôle de truc.
Dans la psychose, si on se réfère à Freud et au cas Schreber, on pourrait dire que le clivage est projeté. Oui. Mais Freud a eu du mal, hein, à appréhender. Il est revenu 36 fois là-dessus parce qu'il avait du mal à comprendre ce qui se passait. Il attribuait plus facilement ça à la psychose, mais il avait du mal à comprendre quel était le fonctionnement de la perversion. Mhm. Acceptation et rejet en même temps, les deux en même temps, pas l'un Mhm. après l'autre, les deux en même temps. La Ouais. psychose, c'est pas ça, et la névrose non plus. Oui. Psychose, c'est un refus total. La névrose, c'est il accepte, tout en étant malheureux, en parlant d'autre chose. Mais la perversion, c'est un refus et une acceptation en même temps. C'est ça qui est. Mhm. Hein, c'est ce que. Aller faire comprendre ça à la réalité historique de tout ce qu'on vit, c'est pas facile, hein, c'est du mal à. Les gens admettent beaucoup, beaucoup la folie. Les gens comprennent un peu ce que c'est que la névrose, mais la perversion, c'est difficile à appréhender. Hein, c'est très difficile. Qu'on dise oui, qu'on dise non, qu'on dise oui et non en même temps. Mhm. Hein. Et le fétiche va rentrer en ligne de compte, le fétiche. Si Freud n'avait pas rencontré la question du fétichisme, la perversion, il n'aurait pas bien compris. Là, par le fétiche, il comprend. Mhm. Hein. Est-ce que je me suis fait comprendre ou c'est incompréhensible ce que je vous ai dit ce soir? Ah, Peut-être non, très non, ça va, trop compliqué, non? Vous avez suivi? ça va. Mhm. Oui, mais c'est pas facile de comprendre qu'il y ait oui et non en même temps. Ah ben oui. C'est-à-dire que je crois que ce oui et non, c'est pas uniquement dans le domaine sexuel par rapport à la sexualité. C'est pas que là. C'est dans certains, je sais pas comment dire. Oui, vous avez raison. Hein, Oui, ça peut être. oui. Donc là, on le comprend mieux, je crois. Enfin, je sais pas. Euh, il faudrait que je me souvienne, je me souviens plus, mais j'avais lu un livre qui traitait un peu de ce problème et où un juriste, je crois, ou je sais plus, enfin, quelqu'un qui connaissait très bien les lois, qui connaissait très bien la loi, mais qui voulait, on ne pouvait pas s'empêcher de vouloir favoriser un enfant, et pour ça, tout en connaissant très bien la loi, s'est débrouillé, mais sans que ce soit très conscient, à favoriser un de ses enfants. Mais quand je dis favoriser, c'est beaucoup. Enfin, je sais pas, je ne me souviens plus exactement de cet exemple. Mhm. C'est-à-dire que tout en sachant très bien, euh, ben, tout en sachant qu'il se trompait, mais en même temps, il y avait un démenti de ce qui se trompait. Et donc, pour lui, il pouvait soutenir qu'il ne se trompait pas. Mais pourtant, étant juriste, par exemple, enfin, il connaissait très bien la loi. Ça, c'est mal. Il faudrait que on retrouve exactement l'exemple. Mais mais je trouve que c'était très parlant. C'est assez difficile à comprendre, effectivement, parce que c'est pas très souvent qu'on rencontre ça. Enfin, a priori, je ne sais pas.
Euh, bon, alors, je ne sais pas si je me suis bien fait expliquer. Il faudrait que je retrouve l'exemple. Euh, C'était la loi qu'il connaissait alors qu'il était juriste dans sa vie quotidienne. Il a refoulé, ou enfin, il n'en tenait pas compte et il se positionnait en même temps par rapport à cette loi en à l'encontre. Enfin, je ne saurais pas. Oui, oui. Voilà. Euh, C'est-à-dire que c'est pas uniquement par rapport à la sexualité. Voilà. Oui, c'est rencontré dans la sexualité, mais c'est généralisable. Oui, voilà. Voilà. Tout à fait. Oui, oui, oui. Bon, pas d'autres remarques? Hein. Vous avez entendu ce que je disais? J'ai un peu bafouillé parce que j'étais un peu fatigué, mais vous avez entendu quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'était Merci. audible quand même. Oui, 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 absolument, oui. Oui, complètement. complètement quand même, d'accord. oui, bien sûr. Ce que j'ai voulu dérouler, c'était comment Freud s'est occupé de cette question. Hein. C'est Mhm, pas le résultat mhm, final, c'est comment Freud lui-même a eu du mal à cerner cette question, mhm. appelée donc perversion. Il a fallu passer par la question du fétiche, bien sûr, pour comprendre. Mhm. Mais c'est pas que sexuel, c'est généralisable. Donc il n'y a pas que la névrose, il n'y a pas que la psychose, il y a la perversion qu'il faut absolument, on a tendance aujourd'hui à ne pas en parler, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Bon, ouais. Donc, quand on voit les Ah ouais. attitudes politiques, il y a de la perversion. Hein. Oh oui, 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 ça Voilà. certainement, oui, c'est Oui, sûr. bien sûr, et même chez Poutine et compagnie, il y a de la perversion. Ah, ouais, Oui, 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 c'est pas simplement de la psychose, c'est pas simplement de la névrose, il y a aussi de la perversion. Hein. ouais. Et ça, on l'oublie. Et ça, on ne sait pas comment le prendre. Dans la politique, c'est évident que voilà, c'est un jeu aussi qui fait appel à la perversion. Mm. Et même plus près de chez nous, hein. Et plus près de chez nous, Oui, enfin, même pas que Poutine, hein, si je peux me non, permettre. pas que Poutine, bien sûr, oui, oui. En politique, Enfin, en même, France, oui, bien sûr, bien sûr. Dans le domaine politique, c'est complètement traversé mm, mm, de perversion. Hein. mm, mm, D'ailleurs, tous les gens qui sourient, ils ont cette jouissance. Hein. mm. Mais on oublie, on pense à la folie, on pense à la névrose, on pense à une réponse sincère contre la névrose, contre la folie. On ne pense pas à cette perversion qui est en travail. Pourtant, Parce qu'on peut être comprendre très bien la névrose, parce qu'on est soi-même normal en étant névrosé, donc on est en terrain partagé. La psychose, on peut s'en rendre compte parce que c'est peut-être différent de soi, mais la perversion, on oublie si on n'est pas dans la perversion soi-même. On oublie, on fait preuve d'une certaine naïveté mm. et non pas quelque chose d'actif. Oui. Bon, bah alors, c'est tout alors. Pas d'autres commentaires. Mm. Non. Mais est-ce que je me suis fait à peu près comprendre? Oui, 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 oui. Oui. Ben oui, oui. Oui. D'accord, d'accord, mais c'est pas fini. Hein. On est que la séance prochaine. C'est quoi? C'est la troisième séance? Oui, oui, Le 18 janvier. c'est ça. D'accord, Quatrième, d'accord. quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. On a encore du temps. Hein, bah, Ah développer oui, cette oui, question. oui, oui. On va revenir. Là, c'était une simple présentation.
de comment Freud a du mal à aboutir à cette question. Il mélange ça avec la psychose, il mélange ça avec une partie de la névrose, il dégage la perversion comme différente de la psychose et de la névrose, mais ça prend du temps au fil des textes. C'était pour vous montrer comment Freud a eu du mal à en arriver à cerner la perversion. Mhm. Et souvent, quand on apprend la psychanalyse, on apprend le résultat et on passe à autre chose. Non, là, c'était pour démontrer comment il y a eu du mal à cerner cette différence, névrose, psychose et perversion. Et là, c'est la perversion. Bon, Mais à la base, la théorie freudienne qui parle vient là? quand même de la clinique De et qui les parle? pervers ne sont pas ceux qu'on voit le plus dans les cabinets. Oui, ça, c'est Non, vrai. non, non, Oui, non, oui, non. c'est vrai. C'est pour ça on n'est pas très fort là-dessus parce on les rencontre pas. On rencontre tous les névrosés, hein, Mm, tous les normaux névrosés. On mm. rencontre par moment, heureusement, on se rend compte qu'il s'agit bien de psychose, de folie, mais on rencontre pas beaucoup la perversion parce que elle s'en va. Elle ne reste pas là. Quand elle a Ah, oui. compris ce qu'on attendait d'elle, Ah, elle- oui. voilà, ça passe son chemin. Sauf des fois pour nous piéger, qu'on ne se rend pas Ah, compte oui. d'une certaine naïveté. Et Ah, quand oui. cette naïveté a été piégée, le pervers s'en va en se marrant bien. Mm, Voilà. Mais ne rentre jamais dans le travail de mm. dénoncer cette perversion et de changer de la Ouais, perversion. non. Autre Mm, chose, hein. C'est pour mm. ça qu'on oublie la perversion. C'est pour ça qu'on en parle en ce moment-là, Mhm. hein. On y reviendra en encore quelques séances. Là, c'est une simple introduction du progrès fait par Freud et il ne s'agit plus de psychose, mais de perversion. Bon, ben voilà alors. Pour ceux qui ont été jusque-là, on est combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est 16 alors, c'est ça? Ah, bah, c'est pas mal. On a été jusqu'à 17 à un moment. Ah oui, on est jusqu'à 17. Le Ouais. 17e est parti. Donc, on est 16. Il est Écoutez, rentré il y a 10 minutes, il est reparti. ah, d'accord, d'accord. Écoutez, je remercie les 16, pas les 17 parce qu'il est parti, mais parce que ce n'est pas une question facile. On va avancer sur cette question la prochaine fois, mais il fallait en passer par là, hein. Mais on va bien sûr avancer, ça va se préciser. Ne vous inquiétez pas, ça va se préciser. Mais comme il y a une virgule entre les deux, parce que Freud, c'est très différent de ce qu'on va rencontrer chez Lacan. Lacan Mhm. aborde ça très différemment, hein, avec la question du voile. Et là, c'est pas du tout Freud. Ça n'existe pas chez Freud. Ce qui fait que le résultat chez Lacan va être une partie freudienne, une partie non freudienne. C'est pour ça qu'il fallait séparer les deux. Bon, ben voilà alors.